Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Dara, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le 10e épisode de Banh Mi Podcast. Merci de continuer à suivre Banh Mi et d'écouter ces histoires, ces parcours de personnes inspirantes liées à l'Asie. Je suis trop contente que ce soit le 10e épisode. Du coup, pour ce 10e épisode, qui tombe pendant le Nouvel An Khmer, Thaï et Laotien, c'est une célébration qui marque la fin de la saison sèche. On l'appelle aussi la fête de l'eau. Moi, j'ai le plaisir de recevoir Dara. Salut Dara, comment tu vas ? Je vais très bien, merci Linda, enfin je te rencontre. Ouais, je suis très contente. Je n'ai plus qu'une voix maintenant, une personne physique que je découvre. Alors, Dara, toi, tu es entrepreneur. Tu as créé une plateforme en ligne de création et produits authentiques en provenance d'Asie du Sud-Est, Evan Market. Tu as aussi fondé l'association Samaki Kon Khmer. Tout à fait. Donc Samaki Kon Khmer qui met en lumière la richesse culturelle cambodgienne, la richesse khmer aussi qu'on appelle. Dara, alors on s'est connus grâce à Raphaël Yem, qui est journaliste et animateur télé-radio, parce que moi j'avais demandé à Raphaël comment il pouvait se rapprocher en fait de la culture cambodgienne en France, et il m'a parlé de toi, Dara, et il m'a parlé aussi de ton association. Donc, comme j'ai dit, Samaki Kon Khmer, parce que tu organises des événements culturels pour faire rayonner la culture cambodgienne en France. Je trouvais ça assez beau et riche, car lorsque j'habitais en France, avant de partir vivre en Asie, ce genre d'initiative existait, mais plus pour la génération de nos parents et pas vraiment pour la nôtre. Donc tu as investi pour des associations humanitaires aussi avec le Cambodge, et tu incarnes un peu pour moi ce pont entre ces deux pays qui sont la France et le Cambodge, qui font partie de ton identité. Dara, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours ? Avec plaisir. Je voudrais tout d'abord remercier Raphaël Yem qui m'a introduit et qui me permet de te découvrir et d'avoir découvert aussi ton podcast. Merci Raphaël. Et je te félicite d'ailleurs pour ce beau travail. Merci. Mon parcours, voilà, on va dire que je vais raconter brièvement, mais un peu les étapes clés de ma vie. Je suis issu d'un quartier populaire. J'ai arrêté très tôt aussi mes études, malheureusement. J'ai dû subvenir à mes propres besoins, on va dire, et prendre plus de responsabilités. Je fais un parcours après dans le retail, où je deviens directeur de magasin. Au départ, c'était pour un grand groupe de fast fashion. Et après, par la suite, pour une belle maison française de maroquinerie. Ok. Et donc j'apprends pas mal de choses dans le commerce. Je m'éloigne aussi vraiment grâce à tout ça aussi du quartier, on va dire. Au parallèle aussi, je fonde une association. Donc l'association Samaki Kon Khmer, qui veut dire Jeunes Cambodgiens Solidaires. On peut dire Jeunesse Cambodgienne Solidaire. Okay. Je cofonde cette association avec Samara. Samara, et big up à lui, parce que je pense que sans lui, je serais pas ici aussi. Enfin, je ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Et aussi toutes les autres personnes autour qui sont venues nous soutenir, qui ont été bénévoles et qui ont vraiment été partenaires aussi, qui nous ont permis d'avancer. À l'âge de, on va dire, 30 ans, je fais un gros virage. Je suis tellement passionné par cette aventure associative, l'aventure humaine, l'échange que je pouvais avoir, le partage, la transmission aussi, ce qu'on pouvait transmettre aussi aux autres. J'étais tellement pris par ça que j'ai décidé de tout arrêter, en fait, tout ce que je faisais, mes activités, mon activité professionnelle, qui me permettait d'avoir quand même un cadre, une sécurité comme tout le monde. Je me dis, allez hop, c'est pas ça qui m'anime aujourd'hui, c'est pas ça qui me passionne. Donc moi j'ai envie de faire ce que j'aime. Et ce que j'aimais, c'est ça en fait, ce que j'ai évoqué avant. Et donc j'arrête tout et je me dis comment faire maintenant, puisque c'est bien l'associatif, mais ça reste du bénévolat. Donc c'est pas évident puisque tu remplis pas forcément ton frigo comme ça. Et donc là je me dis
il va falloir trouver une solution. Et bon, je fais un voyage dernièrement en 2018, fin 2018. Et comme par hasard, en fait, hein, je propose des produits sur ma story et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me disent ça peut être bien, je peux passer commande, est-ce que je peux en avoir et tout. Et bah, j'ai dit, écoute, pourquoi pas, hein, envoyez-moi sur PayPal de l'argent et puis je vous expédie ça chez vous, genre en service un peu, quoi. Tu vois, je suis plus dans ce principe-là, en fait. Donc, en même temps, moi, j'adore chiner, c'est-à-dire j'adore quand je me balade, surtout dans les marchés ou dans les souks cambodgiens, découvrir des choses, des produits. Moi, j'adore ça aussi. Quand je vais dans un pays, faire les marchés et voir ce qui se fait de manière artisanale ou ce qui est local et tout, etc. J'adore. Complètement. Tu découvres des choses, tu découvres aussi des gens, des histoires aussi souvent. Ouais, souvent, ouais. Et je me suis dit, c'est trop beau, il faut le partager en fait et le valoriser surtout. Absolument. On connaît beaucoup le Cambodge à travers la guerre, par exemple, les Khmers rouges, etc. Et où on va dire le Siem Reap, le temple d'Angkor, mais on connaît pas trop encore la partie artisanale, artistique qui est en train d'émerger, enfin qui existe déjà, qui était bien présente surtout pour l'artistique, je dirais. Je pense qu'on a une fibre quand même artistique, nous les Cambodgiens. On le voit hein, sur tu regardes les temples, tu regardes pas mal d'objets qui ont été fabriqués, etc. Tu sens qu'il y a une certaine fibre artistique quand même derrière, enfin pour faire tout ça quand même. Les sculpteurs qui arrivent à te sculpter des pièces magnifiques. Mais artistiques et spirituelles en même temps, et aussi un peu d'ingénierie, parce que ce qu'ils ont fait avec Angkor Wat, c'est vraiment un travail de titan, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a plein d'hypothèses. Et c'est pour ça que c'est une des 7 merveilles du monde, parce que c'est fou, quoi. Et donc, j'avais vraiment envie de partager tout ça. Et du coup, en fait, je monte le concept Ivan il n'y a pas très longtemps, justement. Il y a un peu plus d'1 an. Donc mon parcours, il fait ça en fait, il fait celui qui sort un peu du quartier populaire, qui essaie de s'en sortir, il trouve un job dans le retail, il s'en sort parce que il n'a pas le choix vraiment, il n'a pas vraiment étudié, donc il doit travailler 2 fois plus parce qu'il se dit voilà, il doit réussir. Il n'a pas de diplôme, donc ça va être un peu peut-être son plan B. Moi, je le vivais comme ça à cette époque, hein, je me disais au moins... ça va être mon diplôme, quoi. Entre guillemets, le diplôme de directeur de store. Voilà, c'est ça, c'était ma sécurité, on va dire. Parce que j'ai toujours eu envie, en tout cas, de faire des choses qui m'animent et d'entreprendre, quoi qu'il arrive. Donc je savais qu'un jour j'allais le faire, mais après quand, je ne savais pas, en fait. Et tu savais pas forcément sur quel sujet non plus. Non plus, vraiment, ouais, c'est clair. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on se dit un jour j'aimerais bien monter un business, etc. Mais tu sais pas trop sur quoi. Tu sais pas trop sur quoi en fait. Tu dis il faut que je trouve l'idée, il faut que je trouve ci, il faut que je trouve ça. Et en fait, moi, c'est même pas l'idée que j'ai trouvée, c'est que c'est m'est venu en fait naturellement. C'est ça le pire. Un peu comme une évidence en fait. Ouais, c'est ça qui est dingue en fait. Quel a été le déclic pour toi qui t'a donné envie de te lancer sur les différentes actions que tu fais pour le Cambodge? Là, du coup, avec Evan Market, puis et avant Evan Market, avec l'associatif. Ça fait partie de mon parcours aussi, puisque en fait, moi, toute ma jeunesse, clairement, j'ai un peu renié un peu cette partie asiatique. J'étais le seul asiatique dans la cité, c'était pas évident. Donc tu te retrouves. T'habitais dans quelle ville? J'habitais à Saint-Cyr-l'École, près de Plaisir, Versailles, Trappes, je sais pas si tu vois. Et du coup, t'étais le seul asiate? Mais j'étais le seul asiate, on était dans un quartier populaire où tout était concentré, on va dire. Et donc, t'avais les codes que tu as aujourd'hui dans n'importe quel quartier. Et aussi, tu as ce melting pot où c'est plus des personnes d'origine africaine, maghrébine qui sont présentes. Ouais. Et moi, j'étais au milieu de ça. Et il n'y avait pas d'autres asiatiques. C'était pas évident, du coup, parce qu'on n'avait pas forcément de modèle, on n'avait pas forcément de personnes à qui s'identifier, de référence, tu vois, ou de personnes qui peuvent dire non, mais si on te traite de Shintok, c'est pas normal, tu vois. T'avais pas tout ça, c'était pas évident. Donc moi, j'étais jeune, j'étais enfant, je me rappelle, je comprenais pas pourquoi les gens étaient méchants. Je sentais que c'était une sorte de méchanceté au final, à la fin, tu vois. Okay. Et donc tu traverses tout ça et au final tu t'adaptes et tu prends aussi un peu le jargon des autres personnes qui sont d'autres origines. Et ça, c'est des petites choses comme ça. Et puis après tu t'imprègnes un peu plus aussi de leur culture aussi en même temps. Par exemple,
t'as des amis qui font le ramadan et puis ils te disent pourquoi tu essaierais pas, quoi, tu vois. Donc tu es à faire le ramadan aussi, par exemple, tu vois. Donc, ouais, parce que c'était ton environnement. C'était l'environnement et puis c'est mon histoire, en fait. Ouais, tout à fait. Du coup, quel a été le déclic pour renouer avec des racines cambodgiennes? Et oui, en fait, c'est lié à tout ça, en fait. Du coup, comme je te disais, j'ai renié, en fait, mes origines. D'accord. Un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qui je suis, quelle est mon histoire, en fait, au final? J'ai eu un déclic comme ça, en fait. Je crois que c'était vers la vingtaine, à peu près. Je me dis, il faut que je me réapproprie cette culture, mon identité, en fait, tout simplement. Je suis parti faire mes propres recherches, en fait. J'ai étudié un peu mon histoire, notre histoire, l'histoire du Cambodge. Et je découvre beaucoup de choses. Je suis vraiment stupéfait de pas mal de choses. Et surtout, je me suis réapproprié notre histoire, mon identité, mes racines. Mais surtout, avant tout, ça m'a rendu fier, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé parce que justement, moi qui ai un peu renié mes origines, du coup, je suis arrivé avec de la fierté et je me suis dit, en fait, non, stop. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, c'est à cause de ça, je suis vraiment imprégné de cette fierté qui fait que j'ai envie de la partager aux autres aussi. On n'avait pas forcément de structure, en fait, à cette époque-là pour justement des personnes comme moi qui souhaitaient éventuellement renouer avec ses origines. Et donc, du coup, je me suis dit, autant la faire, en fait. Autant la monter. Donc, je rencontre Samara et c'est là où on se dit, mais on est tous les deux passionnés aussi un peu par nos cultures et tout. Et on se dit, mais faisons quelque chose. Et là, effectivement, on fonde en 2013 l'association. Et donc, mon déclic est venu comme ça, en fait. Il est venu à travers un premier voyage aussi, et à travers ma quête aussi identitaire. Et j'ai découvert toute l'histoire du enfin, une bonne partie de l'histoire du Cambodge, de pourquoi on est ici en France aujourd'hui. T'as parlé avec tes parents, c'est ça? Et j'ai échangé aussi un peu avec mes parents, mais ça c'était un peu délicat à aborder parfois comme sujet. On n'a pas, quand on voit sa famille en général, on a envie de passer un bon moment, donc on a de bons échanges et on va pas forcément aller creuser sur des trucs qui peuvent piquer un peu, tu vois, qui peuvent faire un peu mal, qui vont raviver des souvenirs qui sont un peu qui ont dû traumatiser ou qui sont douloureuses. Donc on évite des fois un peu ces sujets-là et c'est un peu tabou, quoi. 2015, premier voyage, là je prends une grosse claque aussi. Ouais, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Je me disais, mais en fait, on a un super confort en France, on a plein de bonnes choses, tu vois. Le cadre est quand même super chouette, on peut étudier, on a quand même des avantages, contrairement à d'autres pays qui sortent de guerre comme le Cambodge. Et là, je me dis, en fait, nous, on a eu cette chance d'arriver ici. Cette chance d'être en France. Alors qu'on aurait pu être là-bas et être confronté aux difficultés que certains malheureusement vivent. Et je me dis, mais en fait, c'est pas qu'on est redevable, mais on doit partager cette chance. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, toutes les personnes comme moi qui ont un background en France et qui ont pu étudier, qui ont un savoir, voilà, qui ont des compétences, de l'expérience dans des domaines ou autres. Ça serait éventuellement de se réunir pour des projets collectifs qui pourraient venir en aide à des personnes au Cambodge sur place. Donc l'idée, elle était venue de ça. Donc c'est comme ça, on est parti de rien. On vendait des bracelets à 2 € pour essayer de récolter des fonds. On était tout contents qu'on avait gagné 200 € et puis on se dit, allez hop, on va envoyer de l'argent au Cambodge, on va faire un don, c'est trop bien, c'est chouette. On était contents, on avait réussi à récolter pas mal de fonds et tout. Donc il s'est formé une vraie solidarité comme ça du coup, en fait. Et surtout après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'opportunité de réaliser un événement. C'était pas n'importe où, c'est un lieu très symbolique, je pense, pour les Cambodgiens et pour pas mal d'Asiatiques d'ailleurs. C'est à la pagode de Vincennes, en fait. Ouais. C'est vraiment un lieu de rassemblement et un peu familial. Moi, la pagode de Vincennes, c'est tous les ans, en avril, pendant le Nouvel An Khmer. J'y vais avec ma mère. Et on s'est croisés. Et on s'est sûrement croisés. Et notamment, il y a Amanda de l'épisode 5 qui en parle, parce qu'elle est cambodgienne aussi. Et elle me disait qu'elle faisait les brochettes sur un stand, des brochettes de bœuf à la citronnelle. Et ouais, ma mère, elle kiffait aller là-bas avec ses amis et tout. On faisait des pique-niques et tout. Et c'était vraiment un lieu de fête, de rassemblement, de partage, de bouffe, beaucoup de bouffe. Et ouais, c'est vraiment pour moi la pagode de Vincennes, c'est égal Nouvel An cambodgien, quoi. Nouvel An cambodgien, Lao Thai, sans vous oublier bien sûr. Ouais. L'initiative des Cambodgiens, on réunissait pour la période du Nouvel An beaucoup de gens. Effectivement, on est très marqué par la food. Moi, je suis très marqué par
par, tu sais, la grande pelouse. On jouait quand on était enfant, on courait dans cette pelouse, on pique-niquait avec nos parents. Les darons, ils jouent aux cartes. Les darons, voilà, ils jouent aux cartes ou au clac-cloc. Ceux qui savent, c'est le petit jeu, tu sais, avec des dés, avec des... et j'en ai là d'ailleurs, des dés et des petits symboles comme ça, des petits tigres ou des crevettes. Et puis si tu tombais sur le bon dé, bah, tu gagnes, tu remportais la mise. Ces souvenirs-là sont ancrés en moi. C'était des super souvenirs parce que je me rappelle, hein, je retrouvais mes cousins, la famille, tu vois, et c'était trop génial, quoi. Ouais. Et de se dire un jour, t'as l'opportunité d'organiser dans ce lieu-là. Enfin, moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et cette opportunité-là, c'est grâce à une association aussi et à des amis, l'association Francophonie du Cambodge. Et je tiens d'ailleurs à leur faire un coucou. À Darion, sa sœur et sa famille, ses parents. Et grâce à eux, on a eu l'opportunité en fait d'organiser un premier événement. Et en fait, on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y a eu vraiment de l'intérêt pour cet événement-là. On pensait pas parce que c'était plus un événement culturel et solidaire en fait. Parce qu'on avait un programme avec cérémonie bouddhique le matin, l'après-midi avec concerts populaires et des spectacles en fait, performances d'artistes ou de la danse traditionnelle. On avait du bokator, on avait de l'art martial cambodgien, et on a aussi mis en place un forum associatif avec que des associations qui œuvraient pour le Cambodge. Et ça aussi c'était fort parce que ça me permettait aussi vraiment de montrer, de pointer la solidarité et d'être vraiment dans le partage entre nous. Et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment de l'intérêt pour ça et que les gens en fait ils avaient vraiment besoin aussi de renouer avec leur identité, leurs origines. Et ça, on a été vraiment bluffés par ça. Parce qu'on n'était pas seul en fait dans cette quête-là, il y a vraiment toute la jeunesse qui en avait besoin, quasiment toute. Après, il y en a qui s'y intéressent pas du tout, c'est clair. Enfin, il y en a pas mal nous aussi, hein. Mais la plupart, à un moment ou l'autre, je pense qu'ils se posent tous la question de se dire voilà, quelle est mon histoire, mon origine, pourquoi on allume des bâtons d'encens, pourquoi tu vois, on fait cette offrande-là, tu vois, il y a plein de choses qu'on sait pas vraiment en fait, que même parfois on voit à la maison où nos parents font, mais c'est devenu en fait, c'est devenu un peu, c'est comme ça, on suit. Comme ça, tu vois, exact. Mais bravo, parce qu'en fait, ça permet à beaucoup, je pense, de renouer avec nos héritages, nos traditions, et puis mettre des mots là-dessus, et puis comprendre pourquoi on le fait, quoi. Je pense que c'est important un moment pour le cheminement de chacun, en tout cas personnellement, je pense. Il y en a qui le font différemment, il y en a qui vont le faire peut-être à travers un voyage directement, tu vois. Comme moi, la première claque que j'ai prise, c'était lors d'un voyage. Il y en a ils vont carrément s'expatrier. Il y en a qui, tu vois, chacun l'exprime d'une façon différente. Moi, nous, on a fondé l'association. C'était ça mon déclic, en fait. Voilà. Alors, Banmi, c'est le podcast qui va à la rencontre de parcours inspirants qui sont liés à l'Asie. Donc, toi, Dara, tu es cambodgien, mais tu es aussi laotien, tu m'as dit ? J'ai un peu de sang laotien, j'ai un peu de sang chinois aussi. Je suis le seul black de ma famille. Ils sont tous clairs de peau. Tu les vois, tu dis c'est pas des Cambodgiens, ou tu dis que c'est des... Ouais, ils sont très clairs de peau, quoi. Ils sont vraiment comme les Chinois, par exemple, tu vois. Est-ce que tu sais pourquoi ta famille est venue en France et dans quelles conditions, en fait, ils sont arrivés en France ? Clairement, ils sont arrivés en foyer. Les conditions, ils parlaient pas français. Ils n'avaient pas d'études, ils n'avaient rien. Ils étaient très jeunes. Pas d'économie. Quel âge ? Moi, je sais que ma mère, elle est arrivée ici, elle m'a eu en 85, elle avait 19 ans. D'accord, ouais, c'est jeune. Hein. Ouais, c'est jeune. T'arrives à 19 ans dans un pays, il fait froid, tu connais personne, tu parles pas la langue, tu sors d'une guerre, t'as des traumas dans ton esprit parce que t'as vu des choses horribles. Ils sont arrivés dans ces conditions-là. Du coup, de la guerre qu'il y a eu effectivement au Cambodge entre 1975 et 1979, le génocide des Khmers rouges. Et donc ils ont fui cette guerre, ils sont arrivés dans des camps de réfugiés en Thaïlande et puis après ils sont arrivés en France. Voilà. D'accord. Voilà comment ça s'est passé. Donc ils sont arrivés en tant que réfugiés politiques en France. Réfugiés politiques en France, c'est ça. Ouais, c'est vrai que moi je me suis rapprochée du Cambodge il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire vers 2014. En fait, j'ai toujours parlé à ma mère du Cambodge en disant que c'était un pays que je voulais aller visiter. Souvent, elle m'en parlait avec beaucoup de peur et d'appréhension en me disant que c'était dangereux, qu'au Cambodge, il y avait des gens qui avaient des fusils chez eux, etc. Et il y a toujours eu ce truc un peu... difficile pour elle. Et en fait, quand elle a fui le Cambodge, elle a mis du temps à y retourner.
Et elle avait peur pour moi parce que je m'y intéressais. Et en fait, quand je suis allée au Cambodge la première fois, c'était en 2014 et j'y suis allée avec un copain qui est cambodgien. Et au contraire, en fait, j'ai trouvé que le peuple cambodgien était hyper accueillant, souriant, généreux, etc. Et ça n'avait rien à voir avec les projections que ma mère m'avait faites, en fait. Et je crois qu'il y a encore ce trauma de cette génération de Cambodgiens qui ont fui le Cambodge parce qu'ils ont fui dans des conditions horribles où ils n'avaient rien à manger, où ils voyaient des cadavres par terre le long de leur route, où c'était assez violent. Et je me suis vraiment intéressée au Cambodge quand j'ai lu le livre de Long Hung, qui est D'abord ils ont tué mon père, First They Killed My Father, avril 1975. L'armée de Pol Pot envahit Phnom Penh, mettant un terme brutal à l'enfance de Long Hung. D'origine chinoise, la petite fille a grandi dans un milieu privilégié, entourée de 6 frères et sœurs. La famille quitte la capitale, en toute hâte et erre de village en village, se faisant passer pour des paysans analphabètes avant d'être contraints de se séparer, sans espoir de retrouvailles. Enrôlée en tant qu'enfant soldat, la fillette connaîtra la famine, la torture, les camps de travail et toutes les humiliations engendrées par le totalitarisme. Son témoignage nous plonge au cœur d'une des plus grandes tragédies du XXe siècle, qui a décimé plus d'un quart de la population cambodgienne. Donc voilà, c'est vraiment son livre et aussi le film d'Angelina Jolie qui est sorti en 2017 sur Netflix, qui m'a fait, en fait, qui a résonné en moi parce qu'en fait mes parents sont nés, ils ont grandi au Cambodge, même s'ils sont vietnamiens d'origine. Et donc je crois que j'ai eu cette attraction et cette envie et cette curiosité de découvrir plus ce pays-là. Toi maintenant tu y vas souvent au Cambodge de par tes activités et notamment Evan Market. Comment est-ce que tu vois le Cambodge évoluer ? Alors moi je vois un pays émergent avec tellement de ressources et des choses qu'on doit exposer, je pense, un peu au monde parce que comme je disais tout à l'heure, on voit souvent et on parle souvent du Cambodge qu'à travers des choses un peu négatives qui sont la guerre et les Khmers rouges. Je trouve ça un peu parfois dommage, tu vois, parce que il n'y a pas que ça en fait au final. Il y a une jeunesse aussi qui... faut savoir que la population est, je crois, à 70%, même voire plus, qui ont moins de 30 ans en fait. C'est vraiment, t'as une vraie jeunesse là-bas. T'as une jeunesse qui a vraiment envie de perspective, qui a vraiment envie de créer. Il y a plein de choses qui sont en train d'émerger en fait. Et sur tous les domaines, que ce soit sportif, artistique, même économique. Tu vois, il y a tellement de choses qui sont en train d'évoluer. Une allure hallucinante, mais ça va tous les 3 mois, tous les 2 mois, le Cambodge change. Tu arrives 6 mois après, tu revois 10 buildings que tu n'avais pas vu juste avant, quoi. C'est dingue, quoi. Tu vois, qui poussent comme des champignons, c'est dingue. Avec cette partie-là, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Moi, j'avais vu, ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais été au Cambodge, à un moment donné, j'étais partie à Siem Reap et à Battambang qui est à la frontière de la Thaïlande. Et j'avais rencontré des jeunes Cambodgiens, en fait, qui étaient plus jeunes que moi. À l'époque, j'en avais 27, ils en avaient 24 ou 25. Et ils me racontaient qu'ils étaient à dos de buffle dans les rizières quand ils étaient jeunes parce que leurs parents étaient et sont agriculteurs. Et qu'en fait, grâce à Internet et grâce à l'émergence de la mondialisation, etc., et de l'information, ils suivaient des tutoriels sur YouTube et tout, pour devenir entrepreneur, pour savoir comment lancer tu vois, genre une boîte de microcrédit à leur échelle, dans leur village, avec leurs voisins, etc. Vraiment, ils avaient cette envie et cette soif de s'en sortir parce qu'en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix parce et donc, que... du coup, ils étaient hyper motivés et je trouvais qu'ils avaient cette soif, enfin, tu vois, genre de réussite et de vouloir apprendre plus que nous qui avons tout en France, l'école, etc. Et eux, peut-être qu'ils l'ont pas, mais ils ont... Ils ont une hargne, en fait. Ouais, ils ont quelque chose, ils ont une capacité d'adaptation.
et une envie. Bon, c'est pas pour tous, bien sûr, hein, mais de façon générale, c'est vrai qu'ils ont plus l'esprit entrepreneurial au Cambodge. Et j'en vois beaucoup. Hein. Ça peut être des petits business online, tu vois, sur Instagram, revendre du cosmétique, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de voies, en tout cas, sur lesquelles ils se développent et ils font tout pour réussir aussi, parce que c'est pas évident pour eux. Après, voilà, le marché économique évolue très vite là-bas. Il y a beaucoup d'opportunités aussi, et du coup, je pense qu'ils essayent aussi, ils tentent. Mais avant ça, il y a aussi beaucoup de difficultés. Là, bon, il y a des investisseurs étrangers, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a le tourisme aussi qui s'est bien développé. Donc, ça laisse quand même pas mal d'opportunités. Mais avant, il y a eu quand même beaucoup de difficultés, le manque d'emploi, des choses comme ça. Et puis, il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger pour travailler. Tu parlais de Battambang, la frontière à côté proche de la frontière thaïlandaise. Ben, il y en a pas mal aussi de Battambang, justement. Qui partent en Thaïlande pour travailler. Ouais, parce que moi, j'ai ma famille là-bas. Donc, je le sais, hein, des personnes de ma famille qui sont parties en Thaïlande pour travailler, parce qu'il y avait pas de travail à Battambang. Mais là, on a une nouvelle génération qui arrive, justement, et les choses évoluent. Donc, du coup, il y en a effectivement qui entreprennent, comme tu dis, beaucoup. Et moi, je les admire pour ça, justement. Cette capacité de s'adapter, de partir de rien, mais vraiment de rien, et surmonter plein d'épreuves, plein de choses, et apprendre par eux-mêmes pour essayer de créer quelque chose. Moi, je trouve ça fort. Complètement. Tu parlais des investissements étrangers. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de reportages ou des articles qui parlent de la transformation du pays, donc du Cambodge, par des investissements qui viennent en majorité de Chine. Mais il y a aussi des investissements qui viennent du Japon, de Corée, du Vietnam. D'Europe aussi, effectivement. De partout. Comment ça se passe concrètement pour les locaux là-bas, toi qui y vas souvent? Des choses très positives comme des choses moins bonnes, hein, forcément. Ce qui est positif, c'est qu'il y a de l'investissement. Déjà, c'est bien, ça peut créer de l'emploi, du business, des opportunités. Donc, ça peut être très, très bien. Puis, il y a l'aspect aussi un peu qu'on peut trouver colonial ou autre, qui peut gêner un peu les autres. Voilà. Donc, il y a ses bons côtés, mais il y a ses mauvais côtés aussi. Ça dépend. Après, c'est chacun sa perception des choses, je dirais. Donc, peut-être quelqu'un va le percevoir comme quelque chose de très positif et d'autres un peu moins. Voilà, ça dépend, c'est au jugement de chacun, je pense. Bah, ça fait partie des pays émergents asiatiques qui se modernisent. C'est la mondialisation, hein, forcément. Donc à partir du moment où on entre dans ce game, je dirais, forcément, tu as des investisseurs étrangers, et puis chacun va essayer de tirer la couverture pour soi, tu vois, donc c'est pas évident. Voilà, après, c'est une petite guéguerre, T'as plein d'enjeux aussi géopolitiques aussi sur un petit pays comme le Cambodge, ce qu'il faut savoir aussi. Donc après, ça c'est des choses. Moi, je m'y connais pas réellement là-dedans. Je préfère pas trop en parler, on va dire, ou approfondir sur ce sujet-là. Moi, je suis vraiment plutôt on va dire sur la surface, où vraiment, moi, comme tu disais tout à l'heure, on voit un pays qui est, enfin moi je disais, je vois un pays qui émerge. Tu l'as vu aussi, toi, une jeunesse. Et je pense que moi, je préfère focaliser sur des points positifs comme ça et voir comment moi je peux aussi apporter quelque chose, quoi. Tout à fait. Justement, sur les points positifs, pour tes événements, tu as aussi fait venir des artistes khmer en France, et tu mets en avant du coup les créatifs cambodgiens. Et moi, je trouve qu'en fait, il y a une espèce de réveil culturel au Cambodge. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, et est-ce que c'est visibilisé à l'étranger pour la diaspora cambodgienne? Effectivement, il y a eu un concert l'an dernier, il y a un an. La première fois, un label qui a été créé d'ailleurs par un franco-cambodgien qui s'appelle Sok Vissal. Le label s'appelle Clap Your Hands, et en fait, il produit des artistes. Il y a une sorte de mix entre le hip-hop et la musique de l'ancienne génération. Trop bien. Et du coup, ça te fait un mix de ce que tu entendais quand tu étais enfant avec tes parents et de ce que toi tu aimes maintenant. Tu vois, et c'est super fun du coup. Les gens adorent. Ouais. Pour ceux qui connaissent ou qui découvrent et qui n'ont pas de soucis avec cette sonorité-là. Tu vois, donc, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui adhèrent. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit, mais il faut leur donner d'autres perspectives, je dirais, c'est-à-dire ne pas juste local, tu vois, au Cambodge, mais leur donner on a une diaspora qui est une grande diaspora qui est divisée un peu partout, aux États-Unis, en France, t'en as en Allemagne, t'en as en Suisse, Belgique, t'as des Cambodgiens un peu partout.
comme des Asiatiques, hein, même pour ceux qui sont d'origine vietnamienne, par exemple, je sais qu'il y en a partout aussi. Et je me suis dit, il faut exporter ça en fait. Nous aussi, on en profite, quoi, tu vois, et faire kiffer vraiment la jeunesse ici pour les rapprocher aussi toujours un peu plus de leur identité, de leur culture aussi, tu vois, leur héritage en fait culturel. Et effectivement, on a une jeunesse qui émerge au Cambodge, très talentueuse, qui s'inspire effectivement de ce qu'ils voient sur Internet, des artistes internationaux. Et comme Sof Vissel avait fait un travail formidable, parce qu'il arrive en 93 quand il n'y avait rien au Cambodge, et il a monté après par la suite en 2000, je sais plus quand exactement, je me souviens plus de l'année, mais il a monté un label hip-hop et tout, le premier label hip-hop cambodgien d'ailleurs. Trop bien. Et il a produit comme ça des rappeurs, etc. Il fallait raconter son histoire, il fallait le faire venir aussi. Donc on l'a fait venir aussi, fait venir ces artistes et on les a produits ici sur scène. Et c'était juste formidable. C'était la première fois et c'était juste... voilà, j'ai pas de mots pour exprimer. Mais c'est génial de pouvoir créer ce lien du coup entre la diaspora cambodgienne et le Cambodge en fait. Et en fait la génération cambodgienne qui vient de là-bas, C'est important parce qu'on est une diaspora, on est des Cambodgiens à la fois. Bon, moi personnellement, tu vois, j'ai pas choisi d'arriver en France, quoi. Et aujourd'hui, quand j'ai retrouvé mon pays, je me suis dit j'aimerais rester dans mon pays en vérité. Mais bon, aujourd'hui j'ai une attache en France parce qu'il y a de la famille, il y a beaucoup de choses qui ont été construites ici. Donc voilà, comment retrouver un peu de notre pays, tu vois, mis à part les voyages ou quand tu y vas. Et puis c'est coûteux quand même d'aller au Cambodge, donc c'est pas tout le monde qui y va tout le temps. Et donc bah voilà, c'est une façon de garder ce lien, tu vois, en faisant intervenir des artistes. Qu'est-ce que la diaspora cambodgienne peut apprendre de la société et des créatifs cambodgiens? Moi, ce que j'apprends d'eux, en tout cas personnellement pour ma part, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on disait pour les entrepreneurs, c'est de partir vraiment de rien. C'est-à-dire que c'est des artistes souvent qui partent vraiment, quand je dis de rien, c'est-à-dire que c'est souvent... moi j'ai une histoire, là, un artiste qui m'a beaucoup touché, c'est Woutier. À la base, c'est un fermier. Il élevait des cochons dans une ferme en province. Enfin, il n'était pas du tout voué à une vie d'artiste, il avait rien. Mais il aimait chanter, c'est quelque chose qui le faisait vibrer, il a un talent, clairement. Et il est monté sur Phnom Penh, la capitale, et voilà, il est arrivé au début, je crois qu'il avait quelqu'un dans sa famille, il a logé chez elle, il a fait ses études, il a dû se battre, quoi, pour essayer d'être un artiste. Il a tout fait pour, et il galère encore des fois, même parfois, hein, il y a pas mal d'artistes encore qui galèrent au Cambodge, mais ils se battent pour essayer de vivre de leur passion. Et moi je pense que c'est ça qu'on peut apprendre d'eux, c'est vraiment cette capacité vraiment de partir de rien, et de très bas des fois, et d'en faire quelque chose et de briller après, tu vois. Et là, lui, il a fait des millions de vues sur YouTube après, tu vois. Donc quand même, tu vois, un fermier qui fait des millions de vues. C'est comme ça que, voilà, je fais une photo un peu, je donne une image comme ça, mais pour que ça, voilà, que ça parle aux gens. Ouais. Et puis voilà, ça te fait dire un peu, s'il y a quelqu'un qui part de ses cochons et de sa ferme et tout, et qui a réussi à vivre de sa passion, c'est que tout le monde peut le faire si on a vraiment la niaque et si on a vraiment envie d'en vivre, quoi. Complètement. Complètement. Merci pour ce partage. Dara, en octobre 2020, il y a eu des inondations au Cambodge et je vais revenir sur un post que tu as écrit sur ton Instagram. Tu disais les inondations provoquent d'innombrables dégâts sur le Cambodge. Depuis le début du mois d'octobre, une pluie torrentielle s'abat sur le pays. La pluie devrait continuer à tomber pendant encore plusieurs jours, entraînant de nouvelles recrudescences. De nombreuses familles sont actuellement en détresse. Une collecte de fonds est lancée pour venir en aide aux nombreuses victimes. La situation actuelle en chiffres, au moment où tu as écrit ce post, il y avait plus de 100 000 victimes. Il y avait plus de 25 000 maisons touchées. Il y a 11 personnes qui ont été retrouvées mortes. Il y avait plus de 39 000 hectares de rizières qui ont été détruits, 34 000 hectares de cultures subsidiaires aussi, 16 provinces touchées. Tu as initié en fait une collecte et vous avez réussi à collecter plus de 7 000 $ qui a pu aider en fait 200 familles au Cambodge. Est-ce que tu peux nous parler de cette action en octobre 2020? Déjà, félicitations et bravo pour ce que tu as fait et nous dire un peu comment tu as mis ça en place. Oui, bravo à toutes les personnes qui ont été solidaires sur ce projet-là. Pour parler de ce projet, clairement, en fait, je te raconte rapidement l'histoire. Je devais rentrer à Paris.
Malheureusement, je n'ai pas pu, j'ai été bloqué à l'aéroport. Mais juste avant de prendre l'avion, le matin, j'avais vu un post en fait. Et c'était sur les inondations. Mais il y en a souvent des inondations en Asie du Sud-Est, tu sais. Ouais, Donc ouais. j'y avais pas forcément bien prêté attention. Mais je m'étais dit, ça m'avait interpellé quand même. Donc j'ai approfondi ma recherche et je regarde et je me rends compte qu'effectivement, il y a une situation catastrophique avec les inondations. Et moi-même, en fait, je voyais des pluies torrentielles sur Phnom Penh quand j'y étais. Et j'étais aussi confronté aux inondations en plein Phnom Penh où il a fallu faire retrousser notre chemin parce que c'était pas, on pouvait plus rouler. Je me dis, mais là, je vais partir. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais publié quelque chose sur ma story en disant il se passe quelque chose de grave quand même au Cambodge. Il faudrait que je vous en parle un peu plus tard. Mais bon, je savais que j'allais prendre mon avion, donc je me suis dit bon, je vais réfléchir pendant l'avion et puis quand j'arriverai en France, on verra ce qu'on peut faire. Je ne peux pas monter dans l'avion, donc je reste bloqué une semaine de plus au Cambodge. Et là, je me dis bon bah écoute, autant j'ai resté bloqué, autant servir à quelque chose. Tu vois, donc je me dis bah écoute, c'est le moment, je vais les soutenir. C'était un signe. Et je sais pas, mais sur un coup de tête comme ça, je me rappelle, hein, l'avion, je devais le prendre, je crois, à 20h ou 21h. Je reviens à l'hôtel, du coup. Je reviens à l'hôtel, il est, je crois, 22h, quelque chose comme ça. Et j'avais rencontré là-bas un franco-cambodgien aussi qui s'est expatrié là-bas. Et je lui dis, bah écoute, là, t'as vu les inondations, machin et tout. Bon, moi, j'ai été bloqué, bref. Viens, on les soutient, viens, on les aide. Je lance une cagnotte. Allez. C'est parti, on y va. On se dit une petite cagnotte à 2000 €, on va aider une trentaine de familles. Allez, let's go. Moi, je me suis dit, bon, déjà 2000, c'est beaucoup, il faut y aller, tu vois. Et j'avais pas beaucoup de temps, j'avais une semaine, donc je me suis dit, il faut que la cagnotte, elle dure 3-4 jours maximum. Et puis après, je fais l'action. Et puis après, c'est bon, tu vois, je peux retourner un peu travailler aussi et puis rentrer chez moi. Finalement, on lance la cagnotte et tout. Et je me réveille. Je me rappelle, je finis de faire la cagnotte, il était 2h du matin, je suis épuisé, je vais me coucher. Et je me réveille le matin. Je vois que la cagnotte, elle est presque atteinte en même pas 24 heures. C'est ouf. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je reçois plein de messages. Je vois qu'il y a eu un vrai élan de solidarité. Comment t'avais communiqué dessus? Juste sur tes réseaux? Sur les réseaux, ouais. Sur mes réseaux. Sur tes réseaux sur mes réseaux. Ouais. Et t'as eu. Et ça a été repartagé, ça a été soutenu, ça a été vraiment. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Il y a eu vraiment un élan de solidarité quand je dis vraiment, mais pas que de la diaspora cambodgienne en fait. C'est-à-dire vraiment les gens ont vu qu'il y avait des difficultés, donc ils ont vraiment voulu prendre part en fait à l'action. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont relayé et soutenu avec des dons. Et du coup, on se retrouve en 24 heures à avoir atteint la cagnotte. Donc du coup, je passe de 30 familles à 50 familles. Ensuite, je vois que ça s'arrête pas. Et c'est un truc de dingue. Et j'ai limite, à un moment, je voulais dire arrêtez d'envoyer de l'argent parce que là, moi, je dois tout changer derrière. C'est-à-dire que c'est ça le truc, parce que avec l'argent en plus, ce qu'il fallait que je fasse, je pouvais aider plus de familles, donc il fallait que je change tout niveau logistique à chaque fois. D'accord, ok. Donc j'ai dit ok, bon, maintenant vous voulez y aller, on est prêt, on veut être solidaire, il n'y a pas de problème. Donc on target 100 et puis après on target 150 et puis après je dis on va sur 200 et finalement ça se passe comme ça en fait. Il y a tout le monde qui envoie, donc on arrive jusqu'à 200 familles. Avec un budget d'à peu près de $30 par famille. On l'offre en fait, c'est un kit de première nécessité avec un peu de food, une enveloppe d'argent, petite enveloppe d'argent et un peu de vêtements, tu vois. Donc on part sur ça et on aide comme ça effectivement 200 familles. La symbolique pour moi surtout de ce projet-là, c'était de dire voilà, aujourd'hui, si on veut, on peut déclencher de la solidarité entre nous. Tout à fait. Tu vois, l'idée, c'était ça. C'était aussi de montrer l'exemple, en fait. Et ce que j'ai beaucoup apprécié par la suite, c'est qu'il y a d'autres personnes après derrière qui ont lancé aussi leur propre initiative. Et moi, c'est là où je suis plus comblé. Je me dis, tu vois, l'action a entraîné d'autres actions et qui fait que, tu vois, du coup, t'aides encore plus de monde au final. Et ça, c'est bon. Tu vois, il faut pas moi, je les vois pas comme quelque chose de la concurrence ou quelque chose de négatif. Au contraire, je trouve que si t'es l'étincelle, t'as déclenché le truc, parce que moi je peux pas faire tout le temps ça. Clairement, j'ai aussi, je dois m'occuper aussi de mon travail, etc. On sème des graines pour que d'autres puissent aussi s'en inspirer et puis sèment d'autres graines à leur tour, quoi. Et éventuellement, tu vois, si ça peut se faire comme ça, parce que je peux pas dédier toute ma vie malheureusement à ça, parce que je dois aussi contribuer à plein d'autres choses, je dois payer des charges, etc. Tu vois, donc tu peux pas te permettre, tu vois, de faire que ça, du bénévolat en tout cas, bravo. Mais grâce à Evan, ce qu'il faut dire, c'est que grâce à Evan, j'ai pu prendre le temps parce qu'au final, je pensais que j'allais prendre 2-3 jours et au final, j'ai pris plus de 10 jours pour ce projet-là. C'était mes 10 jours 24-24 à en perdre des cheveux, quoi. Pour te dire, vraiment. Bravo, Dara. Merci. C'est bravo à tout le monde, je dirais. Avec le Covid, tu as dû faire une pause avec le côté événementiel de Samaki Con Khmer. Ouais, trop dommage.
Comment est-ce que tu peux continuer à faire vivre le rayonnement cambodgien, du coup J'ai beaucoup de mal, je l'avoue, parce que c'est vrai que c'était un axe que je favorisais énormément, l'événementiel, puisque ça me permettait vraiment d'être en contact avec les gens, de partager avec les gens, de côtoyer les gens, d'échanger avec eux. C'était vraiment, tu vois, de transmettre des choses à travers ce qu'on faisait, hein, les spectacles, des projections, expositions, tables rondes. On a fait énormément de choses. Aujourd'hui, on peut pas le faire, malheureusement, on est bloqué. Donc après, il reste toujours la partie virtuelle et tout, etc. Mais live et tout, mais j'ai pas réussi à trouver le créneau en tout cas sur ça. Donc je me suis pas lancé dedans. Pour l'instant, je me concentre beaucoup plus du coup sur Evan Market, qui pour moi aussi a beaucoup de sens, dans le sens où je partage quand même la culture aussi. Il y a toujours une histoire. Je valorise vraiment beaucoup les entreprises sociales et l'artisanat, etc. Donc il y a une partie culture aussi beaucoup dedans. Mais pour faire face à l'aspect événementiel, malheureusement, je n'ai rien. Je suis un peu bloqué. Donc s'il y a des gens qui ont des idées, qui veulent partager un projet éventuellement, why not? Je suis ouvert. Du coup, cet épisode est diffusé en plein pendant le Nouvel An Khmer. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant le Nouvel An Khmer avec ta famille ? Le Nouvel An Khmer, avec nos familles, c'est ce que tu faisais, toi, je pense aussi, se retrouver à la pagode de Vincennes. Tu vois, ça, c'est vraiment... Bon, après, tu as les offrandes, les prières, comme on fait tous à la maison. Tu vois. Je sais que certains se retrouvent aussi entre familles, entre eux et tout. Nous, on se retrouvait plus à la pagode de Vincennes. Ouais. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai fêté quand j'étais enfant. Puis après, en grandissant avec l'association, malheureusement, je me retrouvais en fait malheureusement et heureusement, les deux, mais je me retrouvais en fait la veille à devoir préparer tous les cartons, pour le stand, parce que je tenais un stand après aussi avec l'association pendant le Nouvel An cambodgien là-bas, hormis organiser aussi une fois dans l'année un événement sur place à Pagode. On tenait un stand aussi qui nous permettait de récolter des fonds. Donc voilà, moi je sais que mon Nouvel An c'était beaucoup ça en fait, je le passais là-bas, mais voilà, en amont il fallait tout préparer. Je me retrouvais jusqu'à 22, 23, minuit, 1h, 2h du matin des fois à charger le véhicule et puis à tout préparer, machin, etc. Puis après t'arrives très tôt là-bas, c'est 6h du matin, t'installes ton stand, etc. Donc nous on avait un stand où vraiment pour l'association qui nous permettait de revendre des goodies, des t-shirts. Ça nous permettait de récolter des fonds comme ça en fait. Et c'est ce qui nous permettait de refaire des événements tous les ans et de faire des actions humanitaires. Ouais. Donc c'était ça mon Nouvel An. C'est voilà. En plus du travail que j'avais toute la semaine, je faisais ça aussi dimanche. C'était épuisant, je me souviens. Mais c'est que des bons souvenirs. Je me suis retrouvé avec des souvenirs où t'arrives devant la pagode, avant qu'ils ouvrent les portes de la pagode, t'as tous les commerçants, tu sais, qui vendent de la food. On se retrouvait quand il faisait très très froid le matin, à 6h du matin, on se fait un petit feu, genre, tu sais, sur la pelouse, et on se retrouvait comme ça devant le feu. Je me suis retrouvé avec les commerçants comme ça. Et tu sais, ça, c'est des choses que tu vis, mais c'est génial. Enfin, tu vois, c'est pas ce que tu peux vivre habituellement. Enfin, moi, ma vie, c'est un peu une aventure, tu vois. Et ça, c'est vraiment typiquement les aventures de ma vie. C'est me retrouver devant un petit feu comme ça, avec tout le monde à se réchauffer entre commerçants. Et puis, tu vois que tu gagnes une certaine estime chez eux parce que ils te voient aller comme eux. Tu sais, c'est difficile, tu vois. Eux, ils font ça aussi en plus de leur travail souvent pour gagner un peu plus d'argent. Tu vois, il y a une difficulté dans tout ce qu'ils font. Donc, nous, on se régale, hein, mais le taf qu'ils font derrière, c'est énorme. Faut savoir ça. Pour les gens qui ne connaissent pas le Nouvel An Khmer, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu manges, ce que tu fais, comment ça se passe dans la famille Ouais, c'est une période où en fait, après ça dépend parce que tu vois, t'as comme tu as la diaspora à l'extérieur du Cambodge et à l'intérieur, c'est un peu différent, tu vois. Donc il y a une version cambodgienne où c'est vraiment la fête de l'eau pendant quasiment 2 semaines, ils font que la fête, ils s'amusent, ils vont tous souvent en province voir leur famille. Et ils se jettent des seaux d'eau. Et se jettent des seaux d'eau. Moi je l'ai fait le Nouvel An Khmer au Cambodge et c'est la guerre quoi. Ouais. On se balance de la farine, c'est ça. On se balance de l'eau. Ouais, tu vas passer en moto, il y en a ils vont te balancer un seau d'eau. Et c'est comme ça pendant 3-4 jours et ça n'arrête pas et c'est trop cool quoi. Tout le monde est content. Ouais, donc ça va durer. Voilà, t'as une petite période comme ça et puis après il y a les offrandes, il y a aussi les cérémonies à la pagode, à des dates et des jours précis et des heures précises en fait. C'est par rapport à la lune en fait tout ça. Et en France c'est un peu différent. Bon, soit c'est très familial, on se retrouve et on se fait des repas de famille ou soit on va mais la plupart, moi franchement je pourrais dire que
La plupart, comme on le fait ici, c'est vraiment on va à la pagode en fait. Okay. Vraiment. C'était vraiment, tu vas à la pagode le matin, tu fais ta prière, tu vas devant le Bouddha, tu brûles tes encens, et puis après, voilà, tu te balades, tu retrouves ta famille, tu déjeunes le midi avec la food que tu as acheté. Enfin voilà, c'est un peu ça la façon de fêter le nouvel an ici, je pense. Du coup, tu as Evan Market. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que tu vends sur Evan Market et quelles étaient tes dernières découvertes un peu artisanales que tu mets en valeur sur cette plateforme en fait? Evan Market, c'est l'amour de ma vie en ce moment. C'est comment l'exprimer, c'est clairement, je peux dire ça. Je suis tombé dessus, comme je disais tout à l'heure, un peu par hasard, pour rendre service un peu aux gens, et au final, je me rends compte qu'en fait, effectivement, et puis comme j'aime chiner, je te disais, je veux vraiment le valoriser. Ce marketplace en fait permet de vraiment valoriser le travail l'artisanat, de soutenir les petits commerçants, de soutenir aussi l'emploi dans notre pays. Aujourd'hui, on est face à une situation sanitaire très difficile pour tout le monde, et là-bas notamment avec l'arrêt en fait clairement des voyages touristiques. Du coup tu te retrouves avec des gens qui se retrouvent avec un certain revenu normalement mensuel, c'est coupé quoi, tu vois, clairement, enfin surtout pour les commerçants, les petits commerçants, et du coup ce projet là il vient soutenir en plus ces commerçants là. Il vient aussi raconter l'histoire de notre héritage culturel, je dirais aussi, c'est important, puisque à travers les produits, tu as une histoire, tu as des traditions. Ouais, c'est trop cool parce que sur l'Instagram de Evan Market, tu fais des posts où tu expliques par exemple ce que c'est le krama, c'est ça. Enfin les différents produits que tu vends sur. On parle de la soie, on parle du krama, on parle de plein d'objets comme ça. Donc c'est hyper informatif aussi, c'est très cool. L'idée c'est ça en fait, et c'est surtout en fait avec Evan Market, c'est aussi de savoir à qui tu achètes. C'est important. Nous, on essaie en fait vraiment pour les commerçants partenaires sur le marketplace de dire voilà, l'histoire de ce commerçant, c'est ça en fait. Pourquoi il fabrique ça, est-ce qu'il a hérité ça de sa famille, enfin il y a une histoire souvent pour eux. Donc ça c'est bien. Et puis aussi ça permet à l'acheteur de savoir à qui il achète. Ouais, donc c'est un circuit un peu plus long qu'on peut trouver dans le réseau des grandes distributions, comme on peut voir dans les magasins de décoration ou dans le fast fashion. Nous on arrive à livrer en moyenne en 10 jours. Je trouve ça formidable d'avoir un produit à plus de 10 000 km que tu reçois en à peu près 10 jours chez toi. Enfin, je trouve ça juste ouf. Et aujourd'hui on est capable de le faire. Et surtout d'ajouter une valeur aussi à ces produits-là en fait, parce que souvent on va se dire, on a une connotation, ce qui vient d'Asie c'est pas cher, ce qui vient d'Asie c'est cheap, etc. Et l'idée aussi c'est pas justement, c'est d'arrêter ce cliché-là et de dire attends non, en fait t'as un vrai savoir-faire en Asie, ce que tu ne sais pas. C'est vrai que par rapport au PIB, par rapport aux revenus des personnes sur place, forcément les produits sont beaucoup moins chers, t'as plein de choses qui sont vraiment moins chères mais locales. Bon après quand tu te fais venir ici c'est encore une autre histoire parce t'as toutes les histoires de taxes et de transport. On veut vraiment valoriser et donner de la valeur en fait à ce que font les artisans ou les artistes même sur place, ce qu'ils peuvent proposer. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir toute cette panoplie c'est des produits inédits en fait que tu trouves même pas en plus ici en France. Tu vois, ou très peu. Voilà. Quelles sont tes dernières découvertes en termes d'artisanat cambodgien ou d'Asie du Sud-Est? Là en ce moment je découvre tellement de choses. En fait en ce moment j'ai une personne qui m'aide énormément sur le projet, c'est Romain qui est stagiaire et chez moi et en fait on va chercher, on fait notre sourcing et on va chercher plein de produits comme ça et on découvre des choses formidables. Comme quoi? Il y a pas longtemps on a découvert des bougies naturelles en cire de soja. Qui sont faits aussi à la main, qui sont dans des contenances c'est de la poterie ou de la céramique qui est fait main aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? Du thé, un thé naturel du Cambodge qui est fait de façon complètement avec aucun produit chimique, tu vois. Aucun traitement, tu vois. Donc on a découvert qu'en fait il y a beaucoup de produits en fait éco-responsables et éthiques. Et éco-responsable, je le dis, c'est important puisque on est dans une société un peu de surconsommation. On va toujours essayer d'acheter plus et moins cher. Ce que j'aimerais valoriser aussi, c'est justement acheter peut-être plus intelligemment, se dire voilà, j'achète ce produit-là parce qu'il est éco-responsable. C'est un circuit un peu plus long, je mets un peu plus de temps pour l'avoir, mais je sais que ça a un bon impact chez telle ou telle personne
Je sais qu'en achetant ce produit-là, je l'ai soutenu. Vraiment, quand tu achètes chez Evan, il faut savoir un truc, c'est que tu as un vrai impact direct sur les gens. Parce que les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Alors que quand tu achètes, je ne vais pas citer de marque, mais tu achètes dans une grande marque, tu crois que tu as acheté pas cher, donc tu crois que tu as fait une bonne affaire. Mais déjà, ils te font des marges énormes, monstrueuses sur toi, parce que du coup, eux, ils achètent avec des volumes tellement importants qu'ils ont des trucs à. Vraiment, ça ne vaut rien. Mais les conditions pour produire ces produits, fabriquer ces produits et les faire, il faut les voir, ces conditions. Tu vois, moi je sais que quand tu achètes Evan, tu soutiens des gens et ils sont très très bien payés, mais beaucoup mieux payés aussi, tu vois, que la moyenne. Et ça, c'est fort, je trouve. Voilà. Je voulais revenir aussi avec toi sur un post que tu as fait sur Evan Market qui parle de l'appropriation culturelle. C'est un peu un sujet tendance en ce moment, on en parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Moi, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment dans le sens où effectivement, nous, on a hérité de quelque chose, on a une richesse aujourd'hui aussi. On a une richesse culturelle. On a cette double culture. Tu vois, on est occidentalisé, mais on est aussi asiatique. Et moi, je trouve ça fort, déjà, d'une part. Donc, ça, c'est important. Et souvent, aujourd'hui, quand tu regardes des produits qui sont issus d'Asie ou des créations d'Asie, c'est souvent fait pas forcément par des personnes asiatiques. Vraiment, hein, c'est souvent fondé... pour des produits que tu vas retrouver ici en Europe, hein, par exemple, tu vois. C'est fait par d'autres personnes d'autres origines. Donc, il y en a qui font des choses très bien. Hein. C'est pas ça que je vais critiquer, mais par contre, ce que moi, j'aimerais bien, personnellement, et ce que j'encourage vraiment la communauté asiatique à faire, c'est justement de se réapproprier vraiment tout ça, parce que ça fait partie de notre héritage et c'est dommage que nous ne l'exploitons pas, en fait. C'est dommage qu'on ne valorise pas, en fait. C'est tout ça, en fait, tu vois. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi je suis heureux, je suis fier de faire ça, parce que ça a vraiment beaucoup de sens pour moi. Evan, c'est tu vois, entreprendre et promouvoir la culture asiatique, pour moi, c'est fort, ça a du sens. Pour ma part, en tout cas, avec Evan, à terme, j'espère que ça fera beaucoup de bien aux gens, parce que ça leur permettra vraiment, pour ceux qui ne peuvent pas voyager, de voyager un peu en Asie, de se réapproprier vraiment leur identité à travers des produits. Mais c'est vrai, hein, c'est tout bête. Hein, mais par exemple, je fais des bijoux qui sont les Bouddhas. Un Bouddha, t'en trouves pas ici déjà ? Et ça fait partie un peu de notre culture, de notre tradition. Tu vois, il y a une spiritualité derrière. Et grâce à Evan, tu peux l'obtenir aujourd'hui, ce Bouddha. Et ça, c'est fort, je trouve. Tu vois, donc ça a du sens. C'est pas juste un produit, ça va bien au-delà de ça. Tu vois. Qu'est-ce que tes parents et ta famille te disent par rapport à toutes tes entreprises, tes différentes actions ? À la base, ma mère et mes parents s'en fichaient royalement, je dis sincèrement. Pour eux, tu sais, c'est des familles asiatiques. C'est toujours, occupe-toi de toi d'abord, va faire des études ou travaille d'abord durement, c'est comme ça que tu vas réussir. Enfin, tu vois, pour eux, c'est... Donc quand ils me voyaient faire de l'associatif, me lever à je ne sais quelle heure pour aller aider des gens, et tu sais que derrière tu gagnes rien en fait au final, hein, ça te fait pas rentrer d'argent, hein, et t'es là toujours à aider, soutenir les autres, ils disaient mais pourquoi tu fais ça, enfin, tu vois. Par contre, ouais, c'est vrai, hein, pour eux ça n'avait pas d'intérêt en fait, oui. Vraiment, hein, non, je te promets. Oui, ma mère elle est comme ça aussi, donc... Ouais, mais c'est vraiment le côté asiatique, tu sais, eux ils sont très factuels, tu sais, tu vois, t'as des cases, il faut que tu rentres dans cette case-là si tu veux réussir, sinon tu ne réussiras pas. C'est tout ce qui est à côté, ça marchera pas. C'est ça, tu vois, en gros. Optimiser ton temps pour faire de l'argent et pour travailler, gagner ton gagne-pain. Voilà. Mais moi, je les comprends. Ils ont besoin de sécurité. Eux, ils n'ont pas eu cette sécurité, donc forcément, on n'a pas la même histoire, surtout. Exactement. Donc, eux, ils ont peur, tu vois, forcément. Tout à fait. Et donc, ils veulent qu'on soit en sécurité. Donc, forcément, ils vont toujours nous orienter vers ça. Et donc, par contre, un jour, c'est ses copines qui lui ont dit mais ton fils il fait ça, c'est trop bien, il valorise quand même notre culture, il fait plein de choses bien. Et puis, parce qu'il faut savoir quand même que dans nos événements, surtout à la Pagode de Vincennes, on réunit toutes les générations. Ça c'est fort quand même, parce que t'as les enfants, mais vraiment les enfants, t'as notre génération, t'as ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, et puis t'as nos aînés, et puis après t'as les personnes âgées, enfin nos parents et les personnes âgées en plus qui viennent aussi, tu sais. T'as toutes les générations qui viennent, toutes. Donc du coup, ça a un impact sur tout le monde en fait, tu vois, c'est fort. Et tu réunis vraiment, tu rassembles tout le monde, et t'as n'importe quelle classe, t'as pas besoin d'être... Il n'y a pas d'élitisme, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de... T'as besoin d'un certain background pour te retrouver dans ce milieu-là. Non, c'est une
tout le monde. C'est un mélange de tout le monde. Tu peux être issu d'un quartier populaire, tu peux avoir fait des études, etc. Tu vas venir et tu vas t'amuser de la même manière. Mais vraiment, tu vois, c'est ça qui est fort. Et là, ma mère, elle a eu de l'impact quand elle a compris ça, en fait, on est venu lui souffler à l'oreille. Et là, elle me dit, ah d'accord, bah, c'est bien et tout, mon fils et tout. Voilà, tu vois, là, elle a commencé à me dire, ouais, c'est bien. Elle a commencé à être fière. Mais ça a mis du temps. C'est pas venu comme ça. C'est marrant, ouais. C'est très marrant. Ouais, mais parfois on a la validation de nos parents quand c'est leurs amis ou leurs frères et sœurs qui vont leur dire plus que nous quand on leur montre. Quand on leur montre, ils disent ouais, ok, d'accord. Ah non, mais c'est complètement ça. Mais vraiment, je te jure, j'étais là, j'étais dépité des fois. Je disais, mais maman, regarde ce que j'essaye de faire pour la culture et tout, c'est important. Ton dernier voyage s'est fait en 2020. Donc quand tu as aidé et quand tu as aidé à récolter ces fonds pour les inondations, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton dernier voyage et est-ce que tu as fait une rencontre marquante au Cambodge? Qu'est-ce que je peux dire de ce dernier voyage? Bah, déjà, c'est très difficile maintenant de voyager. Franchement, c'est une galère pas possible. Franchement, c'est horrible. Pas évident en plus parce que bon, tout le monde a un peu peur de ce virus en ce moment, surtout en Asie. Ce que j'ai pu retenir aussi, c'est que eux, par contre, sont très très vigilants à ça. Ils prennent vraiment des précautions. J'ai trouvé qu'en Asie, c'était beaucoup mieux prémunis que nous en Europe. C'est-à-dire que vraiment, ils ont mis des systèmes et des process en place très très tôt, mais vraiment très tôt, dès le mois de décembre, je me souviens de 2019. Ouais. Où vraiment, tu vois, par exemple, les températures thermiques, tu les as déjà à l'aéroport. Ouais. Alors que nous, ça arrivait il n'y a pas longtemps, je crois, au deuxième confinement, un truc comme ça. Et encore, tu trouves pas partout. Et encore, tu trouves pas partout. Là-bas, Moi, je me rappelle quand j'étais en Thaïlande, avant de quitter la Thaïlande pour venir en France, on me prenait ma température partout. Il y avait du gel hydroalcoolique dans le métro. Exactement. C'était vraiment. Et sur ton passeport, ils t'ont même mis une pastille pour être sûr que tu n'avais pas. Je crois que c'était un check. Tu vois, ils te checkent d'abord ta température. Et si t'as pas de fièvre, ils te mettent ce tampon, ce petit sticker sur ton passeport et tu peux passer, tu vois. Ouais. Et ils te contrôlent, mais c'est un truc de dingue. Hein. Ils sont vraiment. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça du coup en Asie parce que je trouvais qu'ils faisaient tout pour protéger la population. Mais tu te rends compte qu'il y a vraiment un décalage entre l'Asie et la France, quoi. Moi, quand je suis arrivée en France, j'étais pas du tout contrôlée, température checkée ou quoi que ce soit. Mais rien du tout. Là-bas, ils te prennent tes coordonnées, tu rentres dans un resto, ils te disent ok, donne-moi ton nom, ton numéro de téléphone, et puis s'il y a un problème, ils te rappellent derrière, tu vois. Enfin voilà. C'est vraiment, ils traquent vraiment le virus, quoi. Tu vois, ils font pas semblant, vraiment. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui m'avait marqué pour ce dernier voyage-là. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment, en fait, tu vois, quand je suis parti réaliser cette opération humanitaire, déjà d'une, moi j'étais énormément frustré parce que je suis pas arrivé avec fierté en me disant je viens vous aider. Non, tu vois, je suis arrivé avec tellement, en fait, au final, de tristesse parce que t'es là, tu distribues des choses aux gens, mais tu sais qu'ils ont tellement besoin de plus. Tu sais que en fait c'est juste ponctuel ce que tu leur donnes et qu'au final ça va être consommé dans une semaine, c'est terminé, tu vois. Et donc ça fait quand même beaucoup de peine, tu vois. Et par contre, là où ça a été pour moi enrichissant, je dirais, en termes de rencontres, c'est quand tu vois que des personnes justement qui n'ont pas grand chose sont autant solidaires que toi envers les autres et qui vont t'aider à aider les autres. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. J'ai dit waouh. Eux, ils ont rien, tu vois, mais ils sont là, tu vois, ils s'investissent, ils sont prêts à donner de leur temps, à s'occuper des autres. Et j'ai trouvé ça dingue, quoi, tu vois. Et nous, on est là. J'ai l'impression que quand les gens ils vivent la Hesse, ils ont envie d'aider les autres gens qui sont dans la Hesse aussi. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est un impact, vraiment. Je pense que moi, je pense que j'ai vécu beaucoup de difficultés aussi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être ce cœur-là, je pense, je sais pas, tu vois, mais j'ai vécu pas mal de galères, en fait. Et je pense que mes galères m'ont vraiment appris à... T'as vu, quand t'es en galère, t'as pas envie que les autres soient en galère comme toi, en fait. Donc, dès que tu peux aider, tu aides. Ouais. Alors, banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banh mi, Dara ? J'adore les banh mi. J'en mange tout le temps. Qu'est-ce que tu aimes dans le banh mi ? C'est quoi ton banh mi parfait ? Le banh mi parfait, il faut mettre pas mal de coriandre. J'aime beaucoup la coriandre aussi. Tu as beaucoup de coriandre, une bonne petite mayonnaise, une bonne petite sauce Maggi, un bon pâté à l'intérieur aussi. Il faut un bon pâté de porc là. Bon, désolé pour ceux qui mangent pas de porc. Et là, je te jure que t'as un banh mi, c'est... Ouais. Quel est le plat qui définirait le plus ta famille, ton cocon familial à la maison ?
je fais plein de plats en fait. Alors, moi qui pourrais me caractériser, moi personnellement, on va dire, c'est le bai pong one. Bai pong one, c'est quoi? C'est du riz, œuf au plat. Je sais pas si tu connais ce plat-là. Sauce magie, sauce piment, et t'as ton plat. Je te jure. Et ça, c'est un truc que je mange quand j'ai vraiment la flemme de cuisiner. Ouais. Ça arrive, et même parfois, même au petit-déj, parce que moi, je mange salé en fait le matin. Ouais. Et c'est ce qu'on mange aussi en Asie. Et en salé, Asie, pareil, tu manges beaucoup de. Dès le matin, tu manges un riz sauté ou des nouilles. Tu vois. Ouais. Et moi, le matin, c'est vrai que je me fais souvent un riz avec un œuf au plat, de la sauce magie et de la sauce piment. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est simple. Et je pense que ça, c'est un truc qui me reflète vraiment. Est-ce que tu as des bonnes adresses à partager pour de la nourriture khmer? La nourriture khmer, j'en ai plein. Après, ça dépend les plats. Mais tu vois, il y a Englai, là, je pense tout de suite, que j'adore. Ils font un potage de riz qui est succulent. Tu as le bambou d'or qui te fait une cuisine mais magnifique. Tu as le Basilic in Spy. Enfin, je pourrais te citer tellement de restaurants comme ça. Tu as le Siem Reap Paris aussi qui vient d'arriver. Tu as plein de restos comme ça. En tout cas, tu peux déguster de bons plats cambodgiens et dans Paris 13e. Voilà, pour info. Merci. Quel est l'ingrédient pour toi qui sublimerait ta baguette? Et par baguette, tu peux remplacer le mot par société, futur, ce que tu veux. Ouais, bah écoute, l'ingrédient qui pourrait me rendre plus savoureux l'avenir, je dirais, on va remplacer baguette par l'avenir, serait vraiment plus de solidarité, vraiment, de l'entraide, tu vois, éviter les histoires d'ego, etc. Je pense que c'est important aujourd'hui c'est déjà compliqué pour tout le monde en ce moment. Enfin, il y a plein de choses compliquées. Et en plus, on nous rajoute une masse de choses dans les médias avec, tu vois, toutes les histoires, racisme, etc. Bon, j'en passe, il y a tellement d'histoires, tu vois. Donc, tu te retrouves tout le temps, en fait, en conflit. J'ai l'impression, tu vois. Et c'est dommage, en fait, on nous pousse à ça un peu, j'ai l'impression, tu vois. Alors que, en réalité, sans dire que tout est bien, parce qu'il faut aussi être réaliste. Il y a des choses très, très compliquées, et oui. Moi, je dis juste, si on est solidaire, tu fais un pas vers l'autre, tu fais un geste positif et solidaire, l'autre, il va te rendre pareil, et ainsi de suite. Tu vois, donc moi, je pense que s'il y avait un peu plus de solidarité entre nous, je parle carrément à la communauté asiatique, clairement, je pense que ça pourrait nous faire beaucoup de bien. Voilà. Et je pense que c'est l'ingrédient qui nous manque. Merci Dara. On va terminer par une musique. Est-ce que tu as une musique à me recommander pour finir l'épisode? Ouais, complètement. Il y a une musique que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps. Et donc la chanson, c'est Time to Rise. C'est l'artiste rappeur cambodgien Vanda qui fait un featuring avec Kong Nai, qui est un musicien aveugle qui a survécu à la guerre. Ils ont fait un featuring il n'y a pas très longtemps. Et franchement, cette chanson et le clip que je vous invite à aller voir, vraiment, ça me parle complètement parce que c'est ça en fait. On est dans la modernité. On renie pas son histoire, mais on renie pas son passé non plus. D'ailleurs, c'est une phrase d'un ami qui s'appelle Anthony, qu'il aime beaucoup dire, c'est conquérir la modernité sans renier son histoire. Voilà, tu vois, et là vraiment cette chanson, ça symbolise vraiment ça, et moi c'est ce que j'aime beaucoup parce que ça garde un côté très authentique. C'est important, je pense. On est moderne quand même à la fois, c'est-à-dire qu'on vit dans notre ère là, et à la fois on renie pas notre histoire et notre culture, notre tradition. T'as un mélange en fait dans ce son là, et donc je t'invite à aller voir et à l'écouter. Merci Dara. Merci pour cet échange. Merci de partager tes passions et ton amour pour la culture khmer à travers ton métier aujourd'hui avec Evan Market, ton côté associatif donc du coup avec Samaki Khmer, et aussi tout ce que tu as fait notamment avec la collecte de fonds l'année dernière pour les inondations. C'était vraiment un chouette moment. Donc j'espère qu'on va pouvoir revivre des événements avec Samaki Khmer cette année en 2021.
Voilà. Comptez sur moi. Prochainement, ça arrive. En tout cas, dès que ça redémarre, je vais envoyer pas mal de choses. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je te remercie aussi. J'aime beaucoup ton initiative, en tout cas, et j'apprécie énormément. Donc, bravo et bon courage à toi. Bonne continuation, vraiment. Je remercie aussi toutes les personnes autour de moi qui m'entourent, qui ont été sur mon parcours et qui m'ont soutenu et qui ont été solidaires. Toutes ces personnes-là, je vous passe un bonjour. Il y en a tellement. Je peux pas c'est compliqué de citer tout le monde. Mais voilà, je tiens vraiment à remercier tout le monde. Merci à vous tous, je pense à vous. Et puis voilà. À très vite. À très vite. Salut. Salut. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. I said time to ride ពេលវេលាមានតម្លៃទៅខ្ពស់ហួសចម្ងាយដោយលោកគ្រូណៃរើខ្ពស់ហួសពីផ្កាយធ្វើឲ្យអត់ដែលមិនឈិនឆៃឲ្យឆើតឆាយ I said time to ride ភ្លឺដូចជាថ្ងៃមានចម្ងាយរំលាយម៉ាយកាត់ដូចមិនដិត